Est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir perdu? Oui, c'est à toi que je parle. Alors, est-ce que tu te sens perdu? Non, peut-être que tu ne sens plus rien. Tu es anesthésié comme toute ta génération, abruti par les réseaux sociaux, dépossédé par ton téléphone, réduit à l'état de choses et de produits. Tu n'es plus rien qu'une marchandise interchangeable. Tu n'es peut-être même plus rien du tout. Mais rassure-toi, on va essayer de te ramener à la vie. Allez, réveille-toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quête du sens. La fois précédente, on a parlé d'un livre de Fiodor Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, et je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté à aller le faire car il n'est pas sans lien avec l'épisode que vous êtes en train d'écouter, même si, rassurez-vous, ça n'impactera pas votre compréhension de ce qui va suivre. Et pour résumer brièvement, on a vu dans l'épisode précédent comment l'amour-propre d'une personne pouvait l'amener au plus profond ressentiment, en la rendant incapable d'affronter le monde et de déployer son élan vital, l'envoyant fatalement se reclure sous terre. Et aujourd'hui, on va voir comment éviter cela, comment détruire son amour-propre, détruire son ego, pour laisser place à une autre partie de soi, son ombre, précisément en affrontant l'existence et en portant le fardeau de la liberté. On va voir comment le dernier homme, qui était l'homme du sous-sol, et qui est l'homme moderne en général, peut sortir de son trou à rats pour tendre vers cette liberté à laquelle il aspire si profondément. Et comme d'habitude, on va le faire en bonne compagnie, sauf qu'aujourd'hui on va utiliser une œuvre hybride, qui a d'abord été un livre de Chuck Palahniuk publié en 1996, avant d'être un film adapté par David Fincher en 1999, et ce film, c'est Fight Club. Réalisé par David Fincher donc, qui est entre autres le réalisateur de Seven, de Zodiac ou encore de L'étrange histoire de Benjamin Button, Fight Club n'a pas du tout été apprécié à sa sortie, alors qu'il est désormais un film culte. Les journaux du monde entier vont le fustiger, on a un avis de Télérama qui dira que Fight Club se contente de délayer une mélasse sub-nietzschéenne épicée de violences gratuites, ou encore un avis du Los Angeles Times, c'est un méli-mélo sans esprit de philosophie, infantile et pleurnichard, de violence où on entend des os se briser. Et ça tombe bien puisque dans cet épisode, je vais tenter de vous montrer que ce n'est pas qu'une mélasse sub-nietzschéenne ni un méli-mélo sans esprit de philosophie, mais que bien au contraire, Fight Club nous donne à voir plusieurs aspects, des dégâts engendrés par l'ordre économique dans un premier temps, avant de nous montrer la souffrance existentielle de toute une génération, et finalement de proposer une alternative qui déboussole, l'autodestruction. Alors commençons dans un premier temps par examiner la dissection de l'ordre économique, de la société capitaliste que nous proposent les auteurs. Le personnage principal, incarné par Edward Norton, qui est aussi le narrateur, n'a pas, comme dans Les Carnets du sous-sol, de prénom ni de nom. Enfin si, il a un pseudo, Jack, qu'on va utiliser dès à présent pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, mais ce qui est déjà intéressant à regarder, c'est que même ce qui le définit le plus simplement du monde, le plus trivialement, c'est-à-dire son prénom et son nom, eh bien on ne le connaît pas, et lui-même ne semble pas non plus le connaître. Au niveau professionnel, Jack est un technicien de rappel en usine pour une marque d'automobile très connue, c'est-à-dire que lorsque les voitures sont accidentées, il est chargé de contrôler s'il faut déclencher un rappel sur le modèle, sur la base d'une formule mathématique qu'il n'a qu'à appliquer. En d'autres termes, il n'a, lui-même, en tant que personne à part entière, aucune valeur ajoutée. Il est interchangeable et enchaîné à son patron pour continuer d'être assuré dans son mode de vie. Et en dehors de son métier, Jack n'est pas grand-chose non plus. À vrai dire, il n'est même qu'un parfait consommateur. L'argent qu'il gagne lui sert à le dépenser en meubles d'une fameuse marque suédoise bleue et jaune, dont il feuillette les catalogues sur ses toilettes pour meubler son appartement dans sa grande tour d'immeuble. Jack est l'incarnation moderne du dernier homme de Nietzsche, dont on parlait dans le dernier épisode, qui suit aveuglément les conventions sociales qui déterminent de l'extérieur ses propres volontés et qui refuse finalement d'assumer sa liberté pleine et entière. Car en plus d'être vide sur le plan personnel, Jack est très peu entouré. On dit souvent que chacun de nous est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais Jack n'est entouré de personne, il n'a pas l'air d'avoir de famille ni d'amis, seulement des objets. D'autant plus que son métier le fait beaucoup voyager,
Alors Jack a inventé un concept intéressant, tout comme les consommables à usage unique emballés par unité dans les avions, les aéroports et les hôtels qu'il fréquente. Il rencontre aussi ce qu'il appelle des amis à usage unique, son voisin de siège, la personne devant ou derrière lui dans les files d'attente, etc. On a donc là une base importante qui est posée. Le décor est celui d'une vive critique de l'ordre économique, plutôt farouchement anticapitaliste, ce qui va nous rapprocher inévitablement de plusieurs auteurs. Alors ça tombe bien car il y a peu de temps, j'ai lu un livre intitulé Nihilisme et capitalisme du philosophe Alfredo Gómez Müller, qui parle précisément de ce nouveau rapport à soi et au monde que nous expérimentons dans le monde capitaliste. Gómez Müller nous parle, pour expliciter sa pensée, d'un autre auteur tel que Herbert Marcuse, un philosophe américain du XXe siècle à tendance marxiste, membre de l'école de Francfort avec Théodore Adorno. Et l'œuvre de Herbert Marcuse est intéressante à plusieurs titres. Il va développer un concept qui est celui de société close, comme résultante des dynamiques capitalistes, c'est-à-dire d'une société qui inclut toutes les dimensions de l'existence, privée et publique, mais qui exclut le transcendant, et qui par là même va créer un homme qu'il appelle l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire l'homme réduit au conformisme que la société attend de lui, à être un consommateur ne voyant plus que son intérêt immédiat, et ainsi enchaîné par le discours politique et la publicité. Or, c'est précisément en sortant de cette dimension qu'on exprime sa liberté. C'est par le fait de transcender qu'on ouvre la dimension du possible, qu'on prend de la distance à l'égard de la réalité établie. Car voici les mots de Gómez Müller et de Herbert Marcuse qui définissent bien la position de Jack dans la société. La forme de vie engendrée par la configuration capitaliste du monde humain et la réification totale dans le fétichisme total de la marchandise. Suivant la perspective de Marx, Marcuse voit dans la réification une distorsion profonde de la subjectivité qui, en perdant sa capacité de transcender en ouvrant des possibles, se voit diminuer dans sa capacité de se constituer comme singularité, sa capacité de personnalisation ou de libre subjectivation, la réification totale dans la marchandise et non-liberté et répression. Et Gómez Müller de citer Marcuse, les gens se reconnaissent dans leur marchandise, ils trouvent leur âme dans leur automobile, leur chaîne de haute fidélité, leur équipement de cuisine, le mécanisme même qui relie l'individu à sa société a changé et le contrôle social est au cœur des besoins nouveaux qu'il a fait naître. Et Gómez Müller de conclure, les sujets ne disposent plus librement des objets dans le cadre d'un projet de vie, ce sont plutôt les objets qui façonnent la vie des sujets. Et sous le jargon philosophique, qui je vous l'accorde, n'est pas très agréable, cela fait parfaitement écho avec les mots de Jack dans Fight Club. Alors que, comme on le verra plus tard, son appartement vient d'exploser, carbonisant l'ensemble de son mobilier et de ses objets auxquels il tenait tant, Jack va dire « J'adorais tout ce qui composait le mobilier de cet appartement, ce ne sont pas simplement des objets qu'on a détruits, mais c'est moi. » Car, et là est le problème le plus fondamental que critiquent les auteurs, dans la société capitaliste, tout ce qui est tend à être réduit à la signification univoque de valeurs d'échange et de marchandises. Et on le voit bien dans le film, Jack est réifié, c'est-à-dire qu'il est devenu une chose. Il n'est pas la moyenne des 5 personnes qui l'entourent parce qu'il est profondément seul, mais la moyenne des 5 objets qui l'entourent car il n'a que ça. Il n'est personne, il n'a pas de nom, il est une copie conforme. Mais cela, comme vous pouvez l'imaginer, couplé à une solitude profonde, à l'exercice d'un métier dénué de sens, est générateur d'une grande crise existentielle, et cet état de crise crée des troubles, troubles du sommeil, troubles de la personnalité, troubles de l'identité. Car on le voit dès le début du film, Jack ne dort plus. Il avance dans la vie dans une sorte de semi-conscience permanente, et il sait pertinemment quelles sont les causes de ses insomnies. Il ne dort plus car, tenez-vous bien, il ne souffre pas assez. Il ne pleure pas assez. L'homme unidimensionnel qu'il est totalement anesthésié par son métier, par sa consommation, par les paradis artificiels. Il est une chose, et pour se rappeler qu'il est un homme, il a besoin de vivre des émotions, et notamment de ressentir la souffrance. Alors pour remédier à cela,
Il va trouver une idée, ma foi, originale. Quel meilleur endroit pour pleurer que de se rendre à des réunions où les gens se regroupent précisément pour exposer leurs souffrances. Et c'est ainsi que Jack va commencer à assister à une réunion de souffrants, un groupe de soutien entre personnes atteintes d'un cancer des testicules. Il va y trouver exactement ce qu'il cherchait, une opportunité pour se lâcher, en faisant croire qu'il est un autre, qu'il est lui aussi souffrant, et c'est même pour lui devenu une drogue, sans laquelle il ne peut pas dormir paisiblement. Il participe à absolument tous les groupes possibles et imaginables, des réunions en tout genre pour tous les autres types de cancers, les alcooliques anonymes, les tuberculeux, etc. Car au sein de ces groupes, il peut être un autre, comme on l'a dit, faire semblant qu'il est lui-même malade, et alors se lâcher, pleurer toutes les larmes de son corps, et au-delà de ça, et peut-être au-delà de tout, avoir l'attention des autres, se sentir un peu moins seul. Car comme on le voit dans le livre, Jack nous dit « C'est la raison pour laquelle j'ai tant aimé les groupes de soutien. Si les gens vous croyaient en train de mourir, ils vous accordaient toute leur attention. » Et son quota de souffrance ayant été atteint, Jack peut enfin rentrer chez lui et dormir à point fermé. Mais alors que notre personnage semble avoir trouvé de cette manière une sorte d'équilibre de vie, de parade à sa réification et à sa solitude, un autre personnage va entrer en scène, Marla Singer. Marla est une femme très particulière. On ne sait pas vraiment comment elle vit, si ce n'est qu'elle vole des vêtements dans des laveries pour les revendre, qu'elle fume énormément et qu'elle se drogue, en bref, qu'elle agit dans le sens d'une forme d'autodestruction, qui est conforme d'ailleurs à sa vision de la vie. Sa philosophie de la vie, c'était qu'elle pouvait mourir d'un moment à l'autre. Ce qu'il y avait de tragique, disait-elle, c'est qu'elle ne mourrait pas. Comme notre personnage principal, Marla assiste aux réunions en tout genre, alors qu'elle ne souffre d'aucune maladie. Et c'est ce qui va rendre absolument fou Jack, car Marla est son alter ego. C'est son alter ego féminin. C'est pour lui un deuxième soi. Il dit d'ailleurs « Son mensonge me renvoyait à mon mensonge, et tout à coup, je ne ressentais plus rien, je n'arrivais plus à pleurer, et donc de nouveau, je n'arrivais plus à dormir. » Jack va donc tenter de prendre la situation en main. Il va attraper Marla au détour d'une réunion pour tenter de la faire disparaître de ce qu'il considère être son refuge, son cocon, mais elle semble en avoir besoin tout autant que lui. Alors ils vont essayer de faire un compromis, et les deux vont s'organiser pour se répartir les réunions sans y être ensemble, pour pouvoir réellement profiter du moment. Et en parallèle de cette activité, Jack continue de parcourir le pays dans le cadre de son métier. Il va d'accident en accident pour appliquer sa formule et décider ou non du renvoi des modèles à l'usine. Mais durant un de ses vols d'avion, le transportant de place en place, d'accident en accident, Jack va faire une rencontre. Il va rencontrer un certain Tyler Durden, incarné par Brad Pitt. Tyler Durden se présente comme un vendeur de savon et semble s'y connaître en explosifs artisanaux. Tyler travaille aussi dans un cinéma où il s'occupe de permuter les projecteurs lorsque les bobines de film se terminent, et en profite au passage pour glisser des images pornographiques le temps d'une milliseconde afin de choquer les spectateurs. D'ailleurs, on peut voir que le réalisateur lui-même s'est amusé à faire cela en mettant dans tout le film des apparitions très courtes de l'image de Tyler, qui semble d'ailleurs préfigurer et indiquer au début du film son arrivée prochaine dans la vie de Jack. Les deux échangent alors une courte discussion dans l'avion, et après leur échange, Tyler va lui laisser sa carte, et leurs chemins vont se séparer. Et c'est alors que Jack va commencer à avoir de vrais problèmes. Problèmes qui vont, semble-t-il, constituer l'acte initiateur de la destruction de son ego, et ça va faire le lien avec les deux parties précédentes, puisqu'il s'agit de la perte de tout ce qu'il possède. En effet, sa valise avec tous ses vêtements va être perdue par la compagnie aérienne, et pire que cela, alors qu'il est en train de rentrer chez lui, il voit que son appartement a explosé juste avant son retour, avec ses meubles et le reste de ses affaires. Jack n'a plus rien. La seule chose qui lui reste, c'est son portefeuille, avec la carte de Tyler. Alors, il va l'appeler. Tyler et Jack vont se retrouver dans un bar, et ils vont avoir une discussion sur ce qui vient d'arriver à notre personnage. Tyler met alors en place son discours,
Il lui dit que tout ça n'est rien, que ce n'est que du matériel, que de toute façon, tout ce qu'on possède finit par nous posséder. Et ça fait écho aux paroles d'Alfredo Gomez Muller et de Marcus dont on parlait tout à l'heure. Et en sortant du bar, Jack n'a nulle part où loger, son appartement vient d'exploser, et Tyler accepte alors de l'accueillir. Mais à une condition, totalement absurde en apparence, Jack doit frapper Tyler aussi fort que possible. Et après une plutôt longue et humaine hésitation, Jack va finir par accepter. Il va alors frapper Tyler au visage aussi fort que possible. Tyler, d'énervement, va le frapper en retour. Les deux vont finir par se battre. Mais notre personnage, Jack, commence à aimer ça. Il commence à aimer la douleur d'un coup de poing. Et il commence aussi à aimer en donner. Alors après s'être battu, et comme prévu, Tyler va emmener Jack chez lui. Tyler habite une vieille maison délabrée, humide, moisie, en décrépitude totale. Mais le séjour va se prolonger. Tyler et Jack vont finir par habiter ensemble et par se marginaliser. Le samedi soir, ils continuent à aller au même bar et à se battre tous les deux sur le parking de ce bar, ce qui va, au fur et à mesure du temps, rameuter d'autres hommes ayant aussi, comme eux, soif de violence. Et au bout d'un certain temps, tellement d'hommes ayant été rassemblés devant ce spectacle, qui est le combat, ils décident de créer un fight club dans le sous-sol du bar. Et voici les règles de ce fight club établies par Tyler et par Jack. Numéro 1, il est interdit de parler du fight club. 2, il est interdit de parler du fight club. 3, si quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, le combat est terminé. 4, seulement 2 hommes par combat. 5, un seul combat à la fois. 6, pas de chemise ni de chaussures. 7e règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et enfin, 8e et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. On le voit dans le film, ces règles sont exposées de manière rituelle à chaque nouvelle session du Fight Club, et avec ce rituel des règles, va le discours du Fight Club que Tyler Durden fait avant chaque session. Je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars, mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. Il est donc temps maintenant de faire quelques ponts. Que représente pour l'instant Tyler Durden vis-à-vis de notre Jack ? Alors si on prête attention à l'ensemble des éléments du film, on peut le deviner. Leur rencontre a lieu alors que Jack est dans un avion et qu'il espère un crash pour que son assurance vie triple de valeur. En bref, Jack ne va pas très bien à ce moment-là, sa crise existentielle est là, et sa solitude aussi. Il est toujours interchangeable, il est une chose, et aussi on sent plus largement qu'il est à ce moment en conflit avec sa masculinité. Il n'est pas un canon de beauté, il n'a pas apprivoisé sa violence, il n'a aucun rapport avec la jante féminine, et comme un symbole, il participe à une réunion d'hommes ayant un cancer des testicules. Et alors, à ce moment-là, Tyler arrive comme l'exact inverse de Jack, qu'il désire peut-être inconsciemment être. Il est un canon de beauté qui connaît la violence, qui est libre, et qui surtout va réussir à séduire Marla Singer. Jack est admiratif de Tyler, et dans le livre, il dira d'ailleurs à Marla « J'aime tout de Tyler Durden. Son courage et son intelligence, son cran. Tyler est drôle, il est plein de charme, de conviction, d'indépendance, et les hommes le regardent avec respect et déférence. Et ils attendent de lui qu'il change leur monde. Tyler est capable et libre, et moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas Tyler Durden. » Tyler va petit à petit devenir le mentor de Jack,
Il va l'amener, comme il l'a déjà commencé avec la violence et le Fight Club, vers une philosophie bien particulière. Il veut que Jack détruise son ego, qu'il s'autodétruise, qu'il touche le fond. Et c'est entre autres pour cela que Fight Club est particulièrement intéressant. Il nous propose une alternative totalement à contre-courant du développement personnel que l'on connaît à notre époque, et dans une scène connue où les deux sont dans un bus et voient une publicité pour les sous-vêtements masculins Calvin Klein, Tyler va dire à Jack « S'améliorer soi-même, c'est de la masturbation, se détruire soi-même », et dans les livres on retrouve « Peut-être que l'amélioration de soi n'est pas la réponse, peut-être que la réponse, c'est l'autodestruction ». Mais permettez-moi avant de continuer de souligner un paradoxe. Cette publicité qu'il critique avec la société de consommation et les corps sculptés des mannequins qu'elle montre comme canon de beauté, Tyler en est en réalité, et on le voit dès la scène suivante, tout à l'image. Il est incarné par un Brad Pitt au meilleur de sa forme physique et de sa beauté, et en parlant de publicité, tout au long du film on a des placements de produits assez grossiers pour des enseignes en tout genre qu'on connaît tous, des grandes marques, mais on ne les remarque même plus, comme pour nous montrer que nous sommes nous aussi acquis à cette société, tant et si bien qu'on n'en remarque même plus les caractéristiques. Mais revenons à cette histoire d'autodestruction. Ce que propose Tyler semble résonner au plus profond de Jack. Et dans le livre, ce dernier confie d'ailleurs « Il a parlé d'autodestruction. À l'époque, ma vie me donnait l'impression d'être trop complète, et peut-être qu'il nous faut tout démolir pour faire quelque chose de mieux de nous-mêmes. » Par trop complète, comprenez trop conforme, trop rempli de choses inutiles. Et un peu plus loin dans le livre, Tyler dit que je suis loin d'avoir atteint le fond, pour l'instant, et si je ne dégringole pas complètement, je ne peux pas être sauvé. Je ne devrais pas juste me contenter d'abandonner argent, possession et avoir, il ne s'agit pas d'une simple retraite, je devrais, au contraire, me précipiter au pas de course vers le désastre, je ne peux plus me contenter de jouer le jeu sans prendre de risques, ceci n'est pas un séminaire. Et Tyler de répondre « Si tu perds ton sang-froid avant d'avoir touché le fond, tu ne réussiras jamais vraiment. Ce n'est qu'après le désastre que nous pouvons ressusciter. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'on est libre de faire ce que l'on veut. » Tyler va donc, dans cette optique, faire subir une épreuve à Jack. Il va lui verser de la soude sur la main. C'est une des douleurs les plus intenses qu'on peut ressentir. La soude est corrosive pour la peau, et Tyler a eu la main lourde. La peau de Jack brûle comme si on mettait un steak sur une poêle brûlante. Et Tyler lui tient la main, l'empêche de se soulager. Il veut qu'il souffre, qu'il vive sa douleur, qu'il ne cherche pas à s'en évader. C'est le plus beau moment de ta vie, pourquoi tu cherches à t'en évader, lui lance-t-il. Il faut que tu saches, au lieu d'en avoir peur, que tu saches que tu mourras un jour. C'est seulement lorsqu'on a tout perdu qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et comme Jack, les membres du Fight Club ont ce point en commun qu'ils cherchent tous à sortir de leur train de vie quotidien, de leur routine, et aussi de leur faiblesse. Ils veulent libérer la part animale qui est en eux, déchaîner la bête, car pour les auteurs de Fight Club, manifestement, la masculinité semble être en crise. Ce que vous voyez au Fight Club, c'est une génération de fils de femmes, d'hommes élevés par des femmes, nous dit-on. Et à ce titre, Tyler et Jack n'ont d'ailleurs pas connu leur père, et le livre nous en apprend un peu plus sur le dogme de Tyler, sur le rapport au père et à Dieu. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton père a été ton modèle et ton Dieu. Si tu es du sexe masculin, si tu es chrétien et que tu vis en Amérique, ton père est ton modèle et ton Dieu. Et si tu ne connais pas ton père, si ton père se taille, s'il meurt ou s'il n'est jamais à la maison, qu'est-ce que tu crois à propos de Dieu ? Eh bien, ce que tu finis par faire, c'est que tu passes ta vie à te chercher un père et à chercher Dieu. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est l'éventualité que Dieu ne t'aime pas bien. Ça se pourrait bien que Dieu nous haïsse, mais ce n'est pas le pire qui puisse arriver. Pour Tyler, attirer l'attention de Dieu en étant mauvais valait mieux que de ne pas attirer l'attention du tout. Peut-être parce que la haine de Dieu est préférable pour Tyler à son indifférence. Il nous dit, si vous aviez à choisir, admettant que vous puissiez être le pire ennemi de Dieu ou rien du tout, que préféreriez-vous ? Pour lui, nous sommes les enfants intermédiaires de Dieu,
sans place particulière dans l'histoire et sans attention particulière à nous consacrer. Alors à moins d'attirer l'attention de Dieu, nous n'avons pas le moindre espoir de damnation ou de rédemption. Qu'est-ce qui est pire, l'enfer ou rien du tout, nous lance-t-il. Ce n'est qu'après avoir été capturés et punis que nous pouvons être sauvés. Car ce que nous présentent les auteurs, c'est une société d'hommes émasculés. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, du début à la fin du film et du début à la fin du roman, du groupe de soutien pour les hommes atteints du cancer des testicules à Jack qui manque de se faire émasculer par ses camarades, la thématique de l'émasculation est omniprésente. Il y a tout un rapport au sexe masculin, Tyler s'amuse, comme on l'a dit, à en glisser lorsqu'il change les bobines de film, la punition la plus élevée dans l'organisation qu'il a créée est de se faire couper les testicules, et dans la scène finale est même glissé le sexe masculin que Tyler mettait dans ses bobines, etc., etc. Et pour tous les membres du Fight Club, comme pour Jack, Tyler représente précisément une forme d'idéal masculin qu'ils doivent atteindre, mais c'est un idéal masculin qui est profondément conforme au canon de la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire au canon de la publicité et au canon de l'esthétique. Alors Tyler devient petit à petit leur gourou et leur donne un devoir. Ils doivent tous aller provoquer une bagarre dans la rue et faire exprès de la perdre. Mais Jack, cette bagarre, il va aller la provoquer avec son patron dans son bureau. Et pas de n'importe quelle manière, il va se frapper lui-même, s'effondrer sur une table, se faire saigner de partout, se frapper encore et encore. Puis lorsque la sécurité va arriver dans le bureau du directeur, tout le monde croit que c'est ce dernier qui vient de frapper son employé. Et alors l'argent et les avantages qu'il a gagnés à faire cette scène, notre personnage, Jack, va s'en servir pour arrêter de travailler et pour aller au Fight Club tous les jours. Pour les membres du Fight Club, le processus d'autodestruction est alors quasiment finalisé. Ils ont réussi à faire preuve de la violence qui leur manquait, ou plutôt de la violence qui était en eux, mais que ceux-ci réprimaient. Au prix néanmoins de nombreux bleus et de nombreuses cicatrices sur leur visage, qui ne peut même plus faire office de masque social. Mais leurs devoirs, que leur assigne Tyler, vont progressivement changer de nature. Tyler va organiser le chaos dans la ville. Il saccage des magasins, des antennes télévision, des voitures dans les beaux quartiers, il change les publicités sur les panneaux, menace des grands patrons. La maison de Tyler se transforme petit à petit en camp de base, en quartier général de leurs troupes, dont les membres s'ajoutent chaque jour. Tyler met en réalité en place un nouveau projet, qui n'est plus le Fight Club, mais son projet ultime, le projet Chaos. Les membres du projet Chaos n'ont pas de nom, ils sont des individus au service d'une cause, et maintenant que Tyler les a formatés, comme des ordinateurs, qu'ils ont consenti eux-mêmes à s'autodétruire, Tyler peut les manipuler et s'en servir à ses fins. Mais pour quelle cause et dans quel but? Le livre nous dit « C'était cela le but du projet Chaos, la destruction totale et immédiate de la civilisation. » Et alors on voit poindre tout de suite un autre paradoxe. En voulant se libérer des chaînes économiques et sociales qui les retiennent, ils s'endoctrinent dans le Fight Club, puis dans le projet Chaos, aveuglément, comme si Tyler était devenu leur nouveau dieu, remplaçant le dieu de la marchandise. Il faut donc nuancer le message qui peut être tiré de cette œuvre. À la fois, les auteurs nous montrent une manière de retrouver sa liberté, mais ils nous montrent aussi que dans ce processus, en allant toucher le fond, en lâchant la bête en soi, il faut faire très attention, car c'est aussi à ce moment-là qu'on est le plus vulnérable, le plus à vif, le plus susceptible de chercher un nouveau maître auquel se soumettre. Et alors que ce projet prend de l'ampleur, que les actions sont de plus en plus violentes, Jack semble s'en éloigner. Il ne semble pas d'accord avec le projet de Tyler. Il le lui fait d'ailleurs savoir alors qu'ils sont en voiture. Tyler est en train de conduire, notre personnage est sur le siège passager, et alors le ton monte. Tyler commence à rouler à contresens, il prend tous les risques, il cherche à frôler la mort et à voir la réaction de Jack. Ce dernier veut encore tout contrôler, reprendre le volant, n'accepte pas la situation, et c'est bien naturel, vu l'accident qui pourrait se produire. Alors Tyler l'enjoint de lâcher prise pour de bon, et Jack, comprenant qu'il ne peut rien faire, va finir par s'exécuter. Et c'est la sortie de route, l'accident, les tonneaux.
Tout le monde s'en sort vivant, mais une chose va changer après cet accident, Tyler va disparaître. Le groupe du projet Chaos devient de plus en plus incontrôlable, il y a des blessés et même un mort au cours de leurs actions, alors Jack, désemparé, va chercher tout prix à retrouver Tyler pour reprendre le contrôle. Il écume tout le pays, mais il le sent. C'est comme si je poursuivais un homme invisible. Et on commence à comprendre. Partout où j'allais, il me semblait que j'y étais déjà passé. Et alors qu'il se rend dans un bar, le personnel semble le reconnaître. Le tenancier du bar lui dit qu'il était là la semaine dernière. Et notre personnage commence alors à réaliser et demande « Qui suis-je? Dites-moi. » Et l'autre de répondre « Vous êtes Monsieur Durden. » Le monde de Jack s'écroule. C'est bien lui, et pas Tyler, comme il le croyait, qui couchait avec Marla pendant tout ce temps, ce qui explique également les nombreuses confrontations avec elle et le fait qu'elle ne soit jamais dans la même pièce que Tyler dans le film. Et cela explique aussi cette phrase qu'on entend de nombreuses fois dans le roman et dans le film. Je le sais, parce que Tyler le sait. Et alors qu'il est en train de réaliser, Tyler réapparaît à Jack. Pourquoi tout le monde me prend pour toi? Pour quelle raison pourrait-on te confondre avec moi? Parce qu'on est la même personne, lui dit Tyler. C'est ça, tu cherchais un moyen de changer ta vie, tu ne pouvais pas y arriver tout seul, tout ce que tu souhaitais pouvoir accomplir, c'était moi. J'ai la tête que tu voudrais avoir, je suis intelligent, je suis adroit, et par-dessus tout, je suis libre sur tous les plans. On le comprend, et Jack le dit très clairement. C'est un rêve. Tyler est une projection. C'est un symptôme de dissociation mentale, un état de fugue psychique. Tyler Durden est mon hallucination. Et alors, pour lui comme pour nous, tout s'éclaircit. Tyler, comme un signe, est présenté dès le départ comme un projectionniste, et est en fait lui-même projeté quelques millisecondes avant d'être réellement introduit dans le film, et se trouve être la projection hallucinatoire de Jack. Tyler est en fait une autre personnalité de ce dernier, qui souffre à l'évidence d'un trouble de dissociation de la personnalité. Il est celui qui prend le relais quand Jack s'endort. Il a lui-même fait exploser son propre appartement avec une bombe artisanale. Il est le seul créateur du Fight Club et du projet Chaos. Jack et Tyler, et Tyler et Jack. Et en vérité, c'est un concept de Carl Jung qui va nous permettre de préciser ce qu'est Tyler. Tyler est l'ombre de Jack. Tyler est ce que Jack a toujours rejeté dans son inconscient, tout ce que la société réprime. Et l'ombre chez Jung, c'est ce qui représente l'inconscient chez Freud, avec une dimension plus profonde. Car l'ombre est constituée des instincts primaires, de la violence, et plus généralement de tout ce qui n'est pas admis en société, de tout ce qu'on a socialement intérêt à cacher, mais qui n'est pas pour nous nécessairement mauvais. Or, comme le précise Jung, il ne faut pas chercher à réprimer cette part de nous, car l'ombre réprimée se projette, exactement comme Tyler, représentant tout ce que Jack a en lui, mais n'incarne pas, alors elle devient son hallucination, sa projection, dans son trouble dissociatif de l'identité. Lorsque Jack est inconscient, c'est Tyler, son ombre, qui prend le relais. Et Jack a trop longtemps montré ce que Jung appelle sa persona, c'est-à-dire revêtu le masque social du conformisme, et Tyler lui a appris précisément à regarder son ombre en face, en allant se battre, en faisant sauter son appartement, en se dépossédant de tous ses biens, qui étaient les seules choses qui le définissaient, car comme le dit Jung dans L'homme à la découverte de son âme, nous n'atteindrons jamais à notre totalité si nous n'endossons pas les obscurités qui sont en nous. Car il n'est de corps qui, dans sa totalité, ne jette une ombre. Cela non en vertu de quelques motifs raisonnables, mais parce qu'il en a été toujours ainsi et que tel est le monde. L'homme, en une certaine acception, n'est pas bon. En dépit de tout ce qu'on peut prétendre, il ne l'est pas, et il vaut mieux dès lors en avoir conscience et se demander comment incorporer de façon sensée cet aspect de la nature humaine dans son tout. Mais l'engrenage du projet Chaos est déjà lancé, les règles instaurées par Tyler empêchent Jack d'arrêter le processus, personne ne peut contrarier le projet, même son créateur.
De nombreuses cellules existent d'ailleurs dans plusieurs grandes villes. Le projet a métastasé tout le pays. Mais que veulent-ils faire de si grave? Ils veulent faire sauter les tours des grandes banques de crédit dans le but d'effacer les fichiers débiteurs et de faire repartir tout le monde à zéro. Tyler, réalisant le monstre qu'il a construit, essaie donc d'aller prévenir la police, mais même les agents de police sont acquis à sa cause, ce sont des membres du projet Chaos, et en réalité, il le réalise lourdement, mais des centaines voire des milliers de personnes font partie de ce projet, et ce, à travers tout le pays. Et il me semble qu'on peut d'ailleurs comprendre d'autant mieux le projet Chaos qu'on a invoqué le concept d'ombre à l'échelle individuelle, car si l'ombre est l'inconscient à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, Jung appelle cela l'inconscient collectif. Or, toute l'entreprise du projet Chaos ne vise qu'à une chose, et on l'a dit auparavant, détruire la civilisation. Et détruire la civilisation, cela veut dire réprimer l'inconscient collectif, qui est précisément le fruit de cette civilisation. Et il ne reste alors qu'une solution pour espérer arrêter le chaos. Après un ultime affrontement avec Tyler, et donc avec lui-même, il se retrouve en haut d'une tour, aux premières loges du spectacle qui va avoir lieu dans quelques minutes. Et il a alors une idée, il va se coller une balle dans la tête. Et juste avant de se mettre une balle dans la tête, Jack dit à Tyler, comme pour lui signaler qu'il est enfin pleinement conscient de lui-même et de sa part d'ombre, et par là même conscient du chaos qu'il a engendré. Tyler, je veux que tu m'écoutes attentivement, mes yeux sont ouverts. Jack appuie sur la gâchette, et quelque chose se produit alors. On voit un trou se former dans la tête de Tyler, qui s'écroule, et quant à lui, Jack a une blessure à la gorge, mais il n'est pas mort. Tout ça est, vous vous en doutez, très symbolique. Jack a tué la part de lui-même qui correspondait à Tyler, ou plus précisément, il l'a assimilé, il l'a incorporé. Et plusieurs choses nous permettent de dire qu'il ne l'a pas tué, mais plutôt incorporé. Toute la logique du film tend vers cette conclusion, en ce que Tyler représente l'ombre de Jack, qui, au sens jungien, et à force d'être rejeté, s'est imposé à Jack sous la forme d'une projection hallucinatoire d'un trouble de dissociation de la personnalité. Et malgré toutes ces tentatives, c'est trop tard, le projet Chaos a quand même lieu, et une dernière scène nous montre les bâtiments qui explosent comme prévu, sur fond symbolique de la musique Where is my mind des Pixies, comme pour acter la destruction de l'ego de Jack qui laisse place à un nouveau soi, incorporant aussi son ombre. Et alors que Jack et Marla se tiennent la main symboliquement et observent la destruction, Jack lui dit ironiquement « Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. » Comme pour lui dire « Maintenant c'est bon, je suis guéri. » Et le film nous avait de toute façon prévenu depuis le début, tout ça était lié à une fille du nom de Marla Singer. Et le livre nous en dit un peu plus. Je sais pourquoi Tyler était arrivé dans ma vie. Tyler aimait Marla. Depuis le premier soir où je l'ai rencontré, Tyler ou une partie de moi avait eu besoin de retrouver Marla. Et comme un dernier signe de cette assimilation, alors que Tyler est censé avoir disparu, mais pour montrer qu'il est toujours là quelque part, on voit le même sexe masculin que Tyler affiché dans les cinémas apparaître le temps d'un flash dans un dernier plan. Et en réalité, on pourrait donc presque réduire tout le film à la conquête d'un homme de son ombre en tant que sa propre masculinité, dans le but de séduire une femme, mais ce serait quelque peu réducteur. On a également vu une critique solide du capitalisme, réduisant les individus à des choses et à des marchandises, dénuées de sens, seuls, dans une profonde crise existentielle, et en réponse à cela, une alternative, détruire son ego, qui retient notre inconscient, aller toucher le fond, volontairement, ressentir la vraie souffrance, l'imminence de la mort, regarder son ombre en face, plutôt que de chercher à s'en débarrasser. Et Jack a finalement réussi. En tuant Tyler, il a détruit son ego, il a assimilé, incorporé cette part de lui-même qu'est son ombre, à laquelle il a pu laisser place
précisément en détruisant son ego. Son autodestruction, son sabotage a été salvateur, et en cela Tyler avait raison. Il n'est plus double, mais un, et peut maintenant aller dans la direction de la plénitude. Et sans doute, et je terminerai par là, peut-on aussi expliquer beaucoup de choses de la philosophie Fight Club à l'aune de la pensée de l'homme du sous-sol. Les hommes ne sont pas réductibles à des choses, à des marchandises, et accepter cette situation, comme Jack se laissait porter par sa vie, c'est ne pas assumer le poids de la liberté, car la liberté est une charge, et une charge lourde. Mais c'est du même coup foncer droit dans le mur, car de toute façon, les hommes en viennent à la destruction et au chaos quand ils n'ont plus d'autres moyens pour se montrer qu'ils sont encore des hommes et pas des touches de piano ou des goupilles d'orgue, ou pire que cela, des marchandises et des produits. Et j'aimerais vous laisser sur une dernière phrase de Jung. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Merci encore une fois à tous de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un like en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou en dessous du podcast si vous êtes sur les plateformes de streaming. Vous pouvez également commenter, je serais ravi de vous lire et ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas non plus à écouter les autres épisodes qui sont toujours liés, notamment pour ceux qui veulent approfondir sur la notion d'ombre. Il me semble, après coup, que l'épisode dédié au loup des steppes est une illustration tout aussi bonne du concept. N'hésitez pas évidemment à partager tout cela avec vos proches si ça vous plaît. Pour être au courant de la suite des événements, vous pouvez me suivre sur Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description. Et en attendant, je vous laisse comme d'habitude avec ce qui vient d'être dit. Je vous invite évidemment à regarder le film Fight Club, à lire le bouquin Fight Club, à vous en faire une réflexion personnelle, à prendre des notes, à les relire, à réécouter ce podcast s'il le faut, pour ancrer la connaissance dans votre mémoire. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine.